Bonjour tout le monde, bienvenue pour ce nouveau Lion Lunch. Très contente de vous accueillir. Alors pour commencer et voir si vous prenez en main correctement cet outil qui est Livestorm sur lequel on est, je veux bien que vous me confirmiez si vous m'entendez bien pour l'instant, Evan. Ensuite, vous voyez bien mon écran et nous voyez bien toutes les deux. Sur Livestorm, vous avez dû le voir, vous n'avez pas fait une fausse manip, mais vous ne pouvez pas allumer votre caméra. Évidemment, de toute façon, je reviendrai sur la règle d'or de ce webinaire qui est celui de poser le plus de questions possible parce que l'idée, c'est quand même, bien que, évidemment, avec Evan, on ait prévu plein de questions à articuler ensemble, l'objectif pour nous, c'est quand même que vous puissiez ressortir avec le moins de questions possible sur ce sujet d'acquisition. Alors, je vois qu'il y a certains d'entre vous. Ok, Émilie, on vous voit bien et on entend bien. Trop bien. Écoutez, de nouveau, bienvenue. Je suis très contente, moi, de ces 45 minutes qu'on va passer ensemble. L'idée, vous le voyez sur l'écran, c'est de parler d'acquisition. Comment, justement, en explorant ensemble un cas d'usage qui est celui de la food tech ZenChef que vous connaissez peut-être. Vous pourrez me le dire après. Et pour ça, du coup, on a une invitée qui est Evan. Evan, merci beaucoup d'être avec nous. Merci à toi, Annabelle. Bonjour à tous. L'idée, c'est justement d'explorer d'abord cette notion d'acquisition. Vous êtes peut-être déjà en poste. Bonjour Antoine, bonjour Chimène. Déjà en poste dans un métier qui concerne le gros, mais l'acquisition, c'est cette première étape d'un funnel qui est méga utile, en gros, ce qui s'appelle le funnel AARRR. Si on prend le premier A, c'est awareness, mais donc le deuxième, c'est acquisition, et c'est globalement tout ce qui va faire répondre à cette question de comment est-ce qu'on est visible aux yeux de nos peut-être futurs utilisateurs, utilisatrices, en tout cas des visiteurs. Est-ce que c'est via un site web? Est-ce que c'est via peut-être des partenariats? Est-ce que c'est via une boutique en physique? L'idée, c'est de voir sous ce cas de ZenChef, comment est-ce que les gens apprennent à connaître ZenChef et comment est-ce que par la suite ils deviennent rentrent dans la machine et deviennent des utilisateurs de cette solution. Avant de rentrer dans le vif du sujet et de poser les premières questions que j'ai à Evan, je voulais passer par quelques présentations et aussi en savoir un petit peu plus sur vous, pourquoi est-ce que vous êtes venu et surtout ce que vous cherchez dans ce webinaire. Comme ça, moi, ça m'aidera vachement à faire les questions les plus pertinentes possibles pour vous. Alors, moi, qui je suis, Annabelle, vous le voyez, c'est écrit juste en dessous de ma tête. Je suis chez Lyon depuis 2 ans maintenant. Je suis chargée des formations qu'on a dans notre école Lyon et pour ces 45 minutes de webinaire ensemble, je serai un peu votre journaliste, en tout cas porte-parole, où du coup, je vais poser toutes les questions qu'on a prévues avec Evan, mais sans extraire si besoin, surtout pour que ce soit le plus utile pour vous. Vous venez, vous, de débarquer, oui, à ce webinaire qui va parler d'acquisition avec Evan, mais aussi chez Lyon. Lyon, qu'est-ce que c'est? Dites-moi d'ailleurs en utilisant le chat si vous connaissez déjà cette école, je suis intéressée. Lyon, c'est, vous le voyez du coup à l'écran, l'école de l'ère entrepreneuriale. Qu'est-ce que ça veut dire avec des mots un peu plus concrets, conformes aux compétences de demain? À date, on a plusieurs formations, une en grosse, une en product, une en management et une qui s'appelle Lyon du samedi qui se déroule sur des samedis. D'ailleurs, j'ai vu que Régis était là. Et globalement, l'idée, c'est effectivement d'inspirer les gens, de leur donner à voir des outils qui font le monde d'aujourd'hui et surtout de combattre un peu cette, je sais pas vraiment si c'est une peur, mais plutôt de donner les clés en main aux gens pour qu'ils puissent naviguer au mieux dans ce monde qui bouge tout le temps, qui se renouvelle sans arrêt et surtout des billes qui sont très concrètes. Comment vous en avez un bon échantillon justement via ce webinaire, parce que dans toutes nos formations, on fait intervenir justement des expertes terrain. Ce ne sont pas seulement des profs, oui, évidemment, ce sont des profs, mais pas juste des personnes qui réfléchissent à ces sujets et tout, mais qui les mettent en pratique dans leur vie d'entreprise. C'est ça qui est trop bien justement avec le fait d'avoir Evan aujourd'hui, c'est que oui, évidemment, on va parler des principes de l'acquisition, de KPIs, voilà, de concepts, de théories, mais l'idée, c'est surtout que vous puissiez voir comment est-ce que c'est mis concrètement
en place dans la boîte qui est la sienne. Bah il y a Israël aussi. Ok, trop bien, bah, trop marrant. Qui a fait aussi du coup Lyon du samedi. Antoine qui et beaucoup de maestro. Ok, bah trop intéressant. Voilà, j'espère que c'est clair sur la partie Lyon. Évidemment, je vous ai parlé de cette formation grosse. Je vous mets à l'écran les différentes dates, mais je voudrais pas je vois qu'il y a déjà 6 qu'on passe trop de temps sur cette partie-là. Je vous mets par contre la personne qui serait votre bonne interlocutrice. Évidemment, si vous voulez poser des questions à moi, je suis là aussi. Mais Mélodie, qui est du coup pas là à ce webinaire, mais qui est méga dispo si vous voulez lui poser des questions sur une potentielle reconversion vers le domaine du gros, ou si vous avez des questions spécifiques qui vous traversent dans votre poste en ce moment de grosse ou autre. Alors maintenant, l'étape où moi et Evan, on apprend un petit peu à vous connaître. Je veux bien que, pareil, en utilisant le chat, vous me disiez si en ce moment vous êtes sales, si vous êtes entrepreneur, est-ce que vous avez déjà un poste dans le domaine du gros? Est-ce que vous travaillez en marketing? Est-ce que vous êtes en réflexion ou rien de tout ça? Dites-moi. Alors, Émilie, future PM et entrepreneur. Ok. Et le sujet, et je veux bien aussi d'ailleurs que vous me disiez si le sujet d'acquise vous est familier ou pas du tout. Comme ça, on calibre mieux, nous, les questions. Ok. Donc déjà, en tout cas, Émilie, entrepreneur. Mégane, grosse marketing, enseignement en marketing digital. Ok. Chimène, en ce moment, business owner et passage en consultante. Ok, intéressant. Fernanda, ok, qui a fait product, content management, marketing. Ok. Antoine, entrepreneur. Et 2 ans PM avant. D'accord. Oh, ok, donc pas mal d'entrepreneurs. Hyper intéressant. A fait la formation grosse chez Lyon. Ok. Bah, trop intéressant, super. Vous avez eu pour les autres personnes qui sont là et qui n'ont pas encore répondu sur le chat, on a envoyé avec quelqu'un d'ailleurs de l'équipe qui est là qui s'appelle Céline, qui va vous envoyer pendant tout ce webinaire une série de questions. Je vous le rappelle, n'hésitez pas à poser absolument toutes les questions que vous avez pendant toute la durée de ce webinaire. Ok, donc en tout cas, on a plus d'entrepreneurs et des personnes qui globalement sont... en tout cas, non, il n'y a que Émilie qui a dit qu'elle n'était pas familière de l'acquise. Ok, très bien. Eh bien, si vous êtes prêts et prêtes, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet avec une question qui est super simple pour toi, Evan, qui est celle d'abord de te présenter en quelques mots. Oui, bonjour à tous. Moi, c'est Evan. J'ai 30 ans. Ça fait un peu plus de 3 ans que je travaille chez ZenChef. Avant, je travaillais dans une petite start-up à la Station F. Et du coup, c'est comme ça que ça fait à peu près 6 ans que je fais du growth. Et bien justement, toi, ça fait, tu viens de le dire, 6 ans que tu fais du gros. Quelles évolutions tu as pu remarquer, noter ou même vivre dans ce métier qui est le gros? Ouais, on va dire qu'avant, c'était pas vraiment un métier. On voit de plus en plus des formations comme les vôtres qui existent, mais quand moi j'ai commencé, il n'y avait pas dans mes études de formation growth. Il faut vraiment prendre en compte que le growth, c'est vraiment le lien pour moi entre le marketing et les sales. C'est vraiment utiliser tout ce que l'équipe marketing, contenu, brand, etc. va pouvoir créer et nous fournir. Et nous, c'est partager sur les meilleurs canaux de la meilleure des façons pour vraiment faire valoir notre message, notre proposition de valeur et générer du business ou des opportunités pour nos commerciaux. C'est de plus en plus important, je trouve, dans les boîtes actuellement. Avant, c'était vraiment 2 pôles séparés, le pôle marketing et le pôle commercial. Maintenant, on a de plus en plus cette jonction qui permet d'avoir à la fois une partie très créative, mais aussi très data-driven pour amener plus d'ARR ou de MRR à l'entreprise. Ok, donc tu dirais que c'est vraiment cette dimension lien avec le business, créativité et data qui a vachement changé du coup depuis ces dernières années? Ouais,
Je Ok. vais dire qu'avant, je trouvais qu'on produisait pas mal de contenu, mais on l'utilisait pas forcément de la meilleure des manières. Hmm. Et on va dire que des fois, les commerciaux se rendaient, enfin, le pôle sales se rendait pas forcément compte de bénéfices que le marketing pouvait apporter, à Ok. part une jolie image et des jolis contenus. C'est hyper puissant et il faut bien savoir l'utiliser. Donc, c'est pour ça que je trouve que le pôle growth est de plus en plus intéressant et important. Et justement, sur ce pôle growth chez ZenChef, toi, tu es Head of Growth, donc tu chapeautes finalement tout ce pôle-là. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consistent tes missions et peut-être du coup tes objectifs, ce à quoi tu es vachement attentif dans soit ton travail ou le travail de tes équipes? Ouais, tout à fait. Alors, nous, on va gérer, dans l'équipe, on va gérer l'acquisition via différents canaux. On va avoir différentes missions en fait. Growth, c'est vraiment la croissance de l'entreprise Ouais. qui est différente de la lead generation. Où la lead generation, on s'en concentre vraiment sur la partie acquisition haut de funnel, alors que dans la partie growth, il y a aussi l'augmentation des revenus du recurring business, donc de nos clients actuels pour générer par exemple plus d'upsell. Donc, Ok. moi, c'est une partie qui est beaucoup plus complète que juste générer des prospects, enfin des prospects en plus pour nos commerciaux. Euh, Ok. on va être sur plein de canaux différents et du coup, c'est ce que l'équipe va gérer et on va traquer le nombre de demandes de démonstration qu'on apporte aux commerciaux et le taux de conversion qui est hyper important parce que il faut qu'on apporte de la qualité et pas de la, enfin, c'est bien d'apporter de la quantité, mais il faut que ce soit de qualité, sinon Ouais. notre travail n'est pas non plus hyper bien valué, enfin mis en avant si ce qu'on apporte n'est pas de qualité. Donc on travaille vraiment à ce travail à apporter des leads de qualité à nos commerciaux. Ok. Et justement, du coup, sur les différentes personnes que Ouais. toi, as pu recruter ou en tout cas dont tu t'occupes maintenant, c'est quoi un peu leurs différents profils? Est-ce que tu vois de plus en plus que c'est des personnes qui ont peut-être justement fait des formations en grosse ou au contraire qui ont un peu appris sur le terrain? Et ça relie un peu à la question de Chimène que je vais te lire. C'est combien est-ce que vous êtes et dans ton pôle et plus largement dans l'entreprise ZenChef? Ouais, alors on a eu pas mal de changements au sein de ZenChef. C'est peut-être quelque chose dont on voulait parler un peu plus Mhm. tard, mais je vais en parler maintenant du coup. Ouais. On est une entreprise de 250 personnes. On a fusionné avec une entreprise des Pays-Bas en janvier dernier et on a fait l'acquisition d'une autre entreprise en Belgique en septembre. Avant toutes ces acquisitions, le pôle marketing, parce que le pôle growth chez nous est rattaché au pôle marketing, on était une petite équipe, on était deux. Après, on travaille avec un designer externe, enfin qui était dans une autre équipe, avec l'équipe Ops un petit peu, etc. Et depuis tout ce chamboulement un peu, enfin ce regroupement de sociétés, Ok. l'équipe marketing maintenant on est une quinzaine, et dans le pôle growth on est quatre. Ok. Il y a moi, il y a deux grosses marketeurs qui à la base étaient divisés sur des marchés. Parce que au vu de, on en reparlera après, mais vu qu'on a fusionné des entreprises, les produits qu'on vendait étaient encore assez différents. À partir de janvier, ça va peut être le cas, on va vendre le même produit, mais vu que les produits étaient différents, on avait segmenté par marché. À partir de l'année prochaine, ils vont être segmentés par compétences, donc haut de funnel ou bas de funnel. Donc une partie acquisition et une partie plutôt rétention, revenu, référent. Ok. J'ai une personne qui s'occupe de toute la partie événementielle. Mais par contre, on travaille énormément avec l'autre pôle du marketing, qui va être la création de contenu. On travaille beaucoup avec un pôle partenariat aussi. Donc, on est en échange avec énormément de personnes. Et je travaille avec des freelances aussi à côté, une agence en paid ads et un freelance SEO, référencement naturel. Ouais, trop bien. Merci pour cette réponse, Evan. Et la Miss David, alors merci du coup, David, d'avoir répondu. Trop bien. Et effectivement, la lead gen fait partie du gros, mais quand le gros, a une vision plus globale sur, tu vois, ce funnel AARRR, on pourra te mettre des ressources dessus si tu veux, mais qui globalement reprennent en fait le parcours du client ou de la cliente. Et donc, tu vois, Evan disait tout à l'heure que c'est vraiment sur le haut de funnel, c'est vraiment les premiers points de contact que tu as avec ton prospect, même pas encore, mais en tout cas avec la personne qui va ensuite apprendre à connaître ton Ouais. produit. Pardon, tu voulais rajouter quelque chose, Evan, peut-être?
C'est tout faux. C'était ça. Avant qu'on puisse, enfin justement qu'on rentre dans ce sujet d'acquise, encore une fois, stoppez-moi ou posez les questions si on n'est pas clair, comme ça on avance de plus en plus dans le sujet technique. Est-ce que tu peux présenter peut-être ZenChef en grandes étapes ou chiffres clés, un peu comme tu veux? Ok. Alors ZenChef, c'est une société qui a été créée en 2010 par 3 cofondateurs, Thomas Zetoun, Xavier Zetoun et Julien Balmont. À l'époque, ça s'appelait 1001 menus. C'était un site qui est répertorié, qui référençait tous les menus des différents restaurants. C'était une solution qui était très difficilement scalable et il n'y avait pas de business model stable derrière. Donc, il y a eu un pivot en 2015 ou 2016, je crois que c'est 2016, vers ZenChef pour se concentrer vraiment sur la réservation en ligne. Donc, nous, ce qu'on a décidé, c'est de créer un module de réservation à destination des restaurateurs et uniquement des restaurateurs parce que leurs besoins sont très spécifiques. On a une énorme diversification des solutions maintenant pour vraiment aider le restaurateur avant, pendant et après le service. Donc, avant le service, on va lui proposer de la visibilité en proposant par exemple des sites internet, des templates de sites internet s'il n'en a pas, en récoltant toutes les réservations via différents canaux, son site internet, les réseaux sociaux, sa fiche Google My Business, son téléphone. On va mettre en place des choses pour limiter le no-show. Donc, le no-show, c'est quand quelqu'un réserve et n'honore pas sa réservation, ne vient pas. Pendant le service, on va aider le restaurateur à gérer vraiment son plan de salle pour maximiser la rotation des tables et du coup augmenter la rentabilité de son restaurant. On va proposer des menus digitaux, du paiement à table. Et après, il va y avoir tout ce qui va être feedback, donc commentaires, laisser un commentaire au restaurateur. C'est des avis qui sont vérifiés parce que c'est des personnes qui sont vraiment allées au restaurant. Le restaurateur peut les mettre sur son site internet, sur Google, sur TripAdvisor, où il veut. Et aussi tout ce qui va être fidélisation client. Donc, on va proposer aussi des outils marketing. L'idée, c'est de vraiment aider le restaurateur. Il doit se concentrer sur son cœur de métier qui est proposer une bonne cuisine. Et donc, il n'a pas des connaissances, par exemple, pour fidéliser ses clients, les personnes ses convives. Donc, on va lui mettre à disposition, par exemple, un outil marketing pour envoyer des séquences emailing ou des SMS à sa fiche client, à ses fiches clients. Il a une segmentation possible. On essaye de faire les choses vraiment le plus simple possible pour lui. Ah. J'ai l'impression qu'Anaëlle a eu un petit problème de connexion. Je vais attendre 2 secondes. Si vous avez des questions en attendant, n'hésitez surtout pas. Je ne sais pas si vous connaissiez déjà ZenChef. On est présent en France. Maintenant, avec la fusion des 2 autres entreprises, on a 15 000 clients en Europe, donc principalement en France, aux Pays-Bas et en Belgique. Les problématiques des restaurateurs sont totalement, sont toutes différentes, mais voilà. Est-ce que vous drivez les autres teams en fonction des besoins du growth? Alors en fait, justement, il y a aussi vu que le pôle growth est un peu autonome, on se synchronise énormément avec les autres équipes, surtout avec les équipes commerciales, pour qu'on se mette d'accord sur quelle est la stratégie qu'on veut atteindre, quels sont les objectifs, quelles sont les villes qu'on cible, quels sont les marchés où on veut aller, quels sont les canaux qu'on veut essayer ou non. Si on doit se concentrer sur ce marché, sur plutôt de l'acquisition ou sur tel autre marché, plutôt sur de l'upsell, on essaie vraiment d'être en accord avec eux et avec le pôle partenariat aussi, parce que c'est vraiment des pôles qui travaillent en symbiose. Donc on travaille... j'ai perdu la connexion du Wi-Fi de Maria, désolée. Aucun problème. Mais oui, du coup, on travaille vraiment tous. On ne subit pas, on va dire, les directives des commerciaux. C'est vraiment un travail qu'on fait conjointement pour créer la stratégie d'acquisition de demain. Voilà. Trop bien, merci d'avoir posé une question du coup, Chimène. Eh bien, on peut rentrer dans ce vif du sujet qui est l'acquisition. Evan, pourquoi est-ce que ça a été pendant quelques années le point de focus, l'acquisition chez ZenChef et surtout comment est-ce que ça s'est mis en place concrètement? Ouais. Alors déjà quand je suis arrivée chez ZenChef, à la base je devais faire que du growth. Sauf que vu que l'équipe marketing était vraiment très petite, je m'occupais de tout.
de la communication, des événements, de la relation avec notre agence RP, de beaucoup de choses. Donc, on a essayé de mettre en place certains... On se rendait compte que de toute façon, notre canal d'acquisition principal, c'était notre site internet, qu'il fallait vraiment qu'on capitalise dessus. Sauf qu'en fait, on se rendait compte aussi que le taux de conversion n'était pas le meilleur. Taux de conversion, c'est quand une personne fait une demande de démonstration sur notre site internet. Ensuite, on a nos commerciaux qui prennent le relais et qui vont qualifier ce prospect, s'il rentre un peu dans nos personas, si notre solution peut correspondre à ses besoins. Et là, on voyait que, par exemple, on pouvait targeter, on pouvait cibler des restaurants qui prenaient pas de réservation, qui faisaient pas de la restauration à table, des fast-food ou des personnes qui avaient rien à voir avec le business. Donc, on se rendait compte qu'on avait une traction sur notre site internet, mais qui n'était pas forcément la meilleure. Donc, en fait, ce qu'on a fait, c'est que on a commencé à mettre en place une bonne stratégie SEO. SEO, du coup, c'est le référencement naturel. Ça passe par plein de choses différentes. Le ciblage de mots-clés. Quels mots-clés est-ce qu'on veut targeter, à quelle problématique est-ce que notre solution répond, et ça va aussi avec les personas. Le SEO, ça va aussi également énormément avec des recommandations techniques. Il faut que vous ayez quelqu'un qui vous aide sur votre site internet, un dev, pour mettre en place toutes ces recommandations techniques, parce que c'est hyper puissant. On voit que ça apporte beaucoup de choses en termes de croissance du site internet. Et pour vous donner peut-être quelques petits chiffres, quand on a commencé à mettre en place cette solution, cette stratégie SEO, c'était en 2021, fin 2021. En un an, on a eu une croissance de notre site internet qui était de 35%. Donc, ce qui est quand même assez intéressant. On a eu une lead gen, donc un nombre de demandes de démo qui a augmenté de 50%. Et nos taux de conversion ont augmenté de quasiment 8 points, il me semble. Donc, en fait, on a généré plus de trafic, mais du trafic de meilleure qualité et qui convertissait mieux. Donc, en fait, c'est vraiment le canal qui fonctionne le mieux chez nous. C'est vraiment notre site internet. Après, c'est une combinaison de plein de choses. Ça va être du bouche à oreille, parce que la typologie de clients qu'on a, nous, c'est des restaurateurs. C'est une communauté. Ils parlent énormément entre eux. Donc, en fait, ils vont parler des solutions qu'ils utilisent. Nous, ils sont satisfaits de notre solution, donc ils vont pas hésiter à en parler. On a une communauté sur Facebook pour vraiment aussi les fédérer. Donc, il y a plein de choses qui sont mises en place. Il y a plein d'effets, on va dire, annexes, qui font que la croissance du site est là. On va aussi parler, nous, dans les médias de temps en temps sur certains sujets, par exemple les empreintes bancaires ou la limitation du no-show. Donc, c'est un condensé de plein d'actions qui nous permet d'avoir une belle croissance sur notre site internet. Et Evan, tu parlais, tu sais, des 35%. Est-ce que c'est 35% de croissance organique, du coup? Oui, tout à fait. Ouais. Ça marche. Pour bien comprendre, tu as parlé de différents points que je trouve trop intéressants de creuser. Concrètement, un bon site, enfin, du coup, en tout cas, la façon dont c'est pensé chez ZenChef, vous avez imaginé à différents endroits, différentes pages, des points de contact pour faire en sorte soit, c'est une question, hein, parce que c'est pas tourné comme ça, mais c'est une question, pour soit récolter du coup des données sur vos restaurateurs, ou du coup, comment est-ce que, en fait, tu vois, comment est-ce que ça arrive finalement dans le pipe de vos sales? Ouais, c'est une très bonne question. Nous, sur notre site internet, on va être là, on est en train de tout le refaire. Donc, il y en a un nouveau qui va sortir en janvier. Mais actuellement, en tout cas, comment ça fonctionne, c'est que on va avoir plein de points d'entrée différents. On a créé pas mal de landing pages. Il y en a qui sont pas liés à notre site, j'ai envie de dire. Donc, vous pouvez pas les trouver dans le footer. Mais c'est des points d'entrée que vous pouvez trouver sur Google quand vous faites des recherches spécifiques et vous arrivez sur notre site via ces liens-là. Donc, en fait, on essaye de targeter un maximum notre audience. On a aussi des pages spécifiques sur les personas, etc. On a des pages suivant les produits que nous avons et les bénéfices que ça peut engendrer. Et ensuite, on a tout un système de tracking qui nous permet de savoir d'où est-ce que la personne vient, les pages qu'il a consultées, le temps qu'il est resté sur le site, etc., etc. Ok. On essaye d'avoir un point important, ayez le minimum de call to action, enfin, un maximum de points de call to action, mais qui disent la même chose. Donc, nous, c'est demander une démo. Si vous multipliez les call to action, en savoir plus sur ceci, essayez gratuitement, demander une démo, c'en est trop. En général, on a fait des tests, c'est bien d'en avoir qu'un seul.
marche. Et on a C'est... une problématique, ça c'est peut-être assez important aussi. Quand vous voulez, on avait aussi une problématique sur notre site, c'est que on avait les clients de nos clients qui comprenaient pas forcément et qui nous contactaient pour modifier des réservations qu'ils avaient fait ou ils essayaient de joindre le restaurant et ils faisaient des demandes de démonstration sur notre site internet. Donc en fait, on a aussi modifié tout ce qui était formulaire de demande de démo. On a fait pas mal d'A/B tests pour essayer de justement diminuer ce nombre d'individus, enfin de particuliers qui faisaient des demandes de démo. Et on a divisé par 3 en mettant celui qu'on a actuellement. Ok. Je ferai un petit récap après des conseils que tu as donnés sur un site internet qui soit performant. Mais il y a Perle et Thibaut qui ont la même question et que je voulais poser aussi. Vous utilisez quoi comme outil de tracking, tu sais, pour voir du coup le temps passé par les personnes sur le site? Est-ce qu'elles ont bugué à cet endroit-là, etc. Ouais, alors nous, c'est tout relié à notre outil marketing qu'on utilise qui est Pardot. Ok, ça marche. Pardot, c'est la solution marketing de Salesforce. Notre CRM, c'est Salesforce et on utilise la solution complémentaire Pardot. D'accord, c'est Salesforce. Ça marche. On a des UTM mis en place aussi sur notre site internet pour traquer un peu tout le parcours client. Ok. Tu as donné un autre conseil qui était celui, bon là c'était, tu vois, la stratégie SEO, on pourra carrément y revenir plus en détail. Tu as parlé de la pertinence des mots-clés, ça on y viendra, mais je trouve ça intéressant de se focus maintenant sur la partie cible. Parce qu'en vrai, du coup, c'est ça aussi, enfin, c'est grâce à la compréhension de sa cible qu'on fera du coup du contenu SEO qui soit plus pertinent. Et aussi, tu as parlé des différents points d'entrée sous des pages qui soient divisées en termes de persona. Vous, comment est-ce que vous êtes, enfin, quel est votre ou vos personas, et est-ce que vous avez eu des difficultés particulière à les trouver? Est-ce que tu as des petites histoires autour de justement cette, tu vois, que c'est parti sur des façons de vous adresser aux personas qui n'étaient pas du tout les bonnes? Enfin, dis-nous tout. Ouais, alors on a des personas, mais on est en train de les refondre. Okay. Parce qu'en fait, vu qu'on est maintenant à l'échelle européenne, on se rend compte que nos personas qu'on avait définis pour la France ne sont pas forcément les mêmes sur d'autres pays. Donc en fait, on est en train de tout redéfinir pour avoir vraiment les meilleurs personas possibles. Donc actuellement, on avait défini des personas qui étaient les suivants. Donc on allait avoir le restaurant, on va dire, traditionnel. Les personnes à qui on allait s'adresser, ça allait être soit le propriétaire du restaurant, soit le directeur de salle. On a aussi des restaurants gastronomiques où là, ça peut être différent. Des fois, ça peut être le chef qui veut contrôler toute l'image de son restaurant et qui veut être impliqué dans ce genre de décision. Autrement, ça va être la personne qui va gérer les réservations. On va avoir tout ce qui va être donc des multi-établissements. Et on va avoir les restaurants saisonniers qui sont ouverts sur une très courte période de l'année et qui veulent maximiser leur rentabilité. Après, les types d'audience, on va avoir toujours 2 types d'audience. Des restaurants qui sont, des personnes qui sont assez digitalisées, qui connaissent un peu les outils, et une grande majorité qui est encore au cahier de réservation papier et qui n'est pas du tout digitalisé. On évangélise. Donc en fait, tous les contenus qu'on va créer vont avoir un lien avec ça. Donc, par exemple, sur notre site internet, on a 2 guides qu'on a créés qui font avec à l'intérieur 10 et 11 articles, où il y en a un, ça va être ouvrir un restaurant et toutes les étapes pour ouvrir un restaurant. L'étude de marché, trouver un local, la TVA, les formations obligatoires, hygiène, etc. etc. Et là, ça va être sur optimiser la gestion de son restaurant. Donc, en fait, on va essayer de targeter deux types aussi d'audience. Des personnes qui n'ont pas encore ouvert leur restaurant et des personnes qui cherchent à maximiser la rentabilité de leur restaurant. C'est un peu ça. Et contenu qu'on va créer, ça va être aussi dédié aux restaurateurs. Par exemple, un restaurant gastronomique, il va vouloir une ultra personnalisation de l'expérience qu'il va pouvoir avoir grâce à ZenChef. Alors que, par exemple, le restaurant traditionnel ou le restaurant saisonnier, ce qu'il va vouloir, c'est augmenter la rotation de ses tables et faire le plus de couverts possible. Donc, les problématiques sont totalement différentes. Donc, on essaye de bien les segmenter et de leur adresser le bon message et les bonnes ressources que notre équipe market aura créé.
Ok, mais du coup c'est super intéressant et en même temps les personnages sont méga variés, même au sein de, tu vois, moi en fait un peu bêtement je m'étais dit que tous les restaurateurs, tous secteurs confondus, tu vois, t'as parlé de restos plus tradis, gastronomie, etc., étaient peut-être, enfin, tu vois, étaient tous un peu, évidemment, dans le jus, et du coup, qu'il y avait peut-être un truc dans l'information qui devait se faire très rapidement, que j'avais l'impression qu'ils utilisent pas trop les canaux habituels, genre, tu vois, peut-être ils sont un peu moins digitaux et tout, et en fait, c'est pas totalement vrai, et du coup, ça, en tout cas, Ouais. ça complexifie un peu plus la tâche, quoi. Ouais, tout à fait. Et puis après, on a beaucoup de restaurateurs maintenant qui sortent d'écoles de commerce. Par exemple, Hmm. ouais, je suis enfin, en ce moment, je suis à Paris. Un exemple assez concret, Grupo Mimo, je ne sais pas si vous connaissez ce groupe de restaurants. Ils sont sortis d'école. Big Mama, ils sont sortis d'école. Enfin, c'était Ok, des bah oui, écoles, oui. des personnes qui sont très digitalisées, qui comprennent les enjeux du digital. Mais en même temps, il faut quand même garder à l'esprit que la plupart des restaurateurs sont des personnes qui sont pas forcément digitalisées, qui n'ont pas eu durant leur formation, il n'y avait pas cette éducation à pourquoi utiliser des outils digitaux, mais pour que ce soit pour la réservation, pour la gestion des plannings, la gestion des stocks, pour pas mal de choses en fait. Donc il y a toute Mhm. cette éducation qui est en train d'être faite. Ok. Est-ce que vous avez dû faire beaucoup d'évangélisation auprès justement des restaurateurs pour prouver bah, la valeur de votre produit? Et pareil, est-ce que tu as soit pas des échecs, mais en tout cas des difficultés auxquelles tu t'attendais pas et du coup qui vous ont amené à soit rebrander Zen Chef ou retravailler votre message? Ouais, Dis-nous plus ouais. raconte ça. Alors on a beaucoup pendant des années on a évangélisé. Ok. C'était très compliqué parce qu'on arrivait à en signer, mais en fait les restaurateurs nous voyaient comme ce qu'on appelle un nice to have et pas comme un must have. Donc arriver à faire raconter la Hmm. valeur de notre produit. Donc maintenant dans le discours, ce qu'on change vraiment, c'est on est vraiment orienté sur les bénéfices qu'on apporte et pas sur les solutions qu'on peut leur donner. Les produits, c'est très bien de parler des produits qu'on leur donne au quotidien, mais vraiment centrer le discours sur les bénéfices, qu'est-ce qu'ils peuvent en retirer. Nous, ce qui nous a énormément aidé, c'est le Covid. En fait, il y a eu un changement de direction radical depuis le Covid, où avant les gens réservaient pas forcément, et les Ok. restaurateurs maintenant ils veulent absolument des réservations parce qu'ils veulent sécuriser aussi leur business. Ils ont un traumatisme, donc ce qui est totalement normal. Et maintenant, c'est devenu de plus en plus commun de réserver au restaurant. Les nouvelles problématiques, ça va être les problématiques de no-show qu'on avait beaucoup moins avant et qu'on a de plus en plus, où des personnes vont réserver des fois dans plusieurs établissements différents et au dernier moment, vont se dire, bon, ben, au final, j'ai envie de manger italien plutôt que coréen, j'en sais rien. Donc, on a ces problèmes de no-show qui apparaissent de plus en plus. Ah, on a reperdu Annabelle. Pardon, vous m'entendez pas? Si, c'est bon? Ça y est. Ah, mais quel enfer, je suis désolée. David, effectivement, bah, c'est une question que je voulais poser du coup à Evan à ce moment. La communication entre sales et product est déjà parfois insuffisante. Quels sont les canaux et la fréquence des échanges entre growth et product chez ZenChef? Parce que là, effectivement, tu vois, tu as parlé de must-have. Il y avait tout un travail à faire pour finalement devenir ce must-have et pas un nice-to-have. Ouais. Donc, c'est aussi beaucoup de considération produit. Ouais. Comment est-ce que vous communiquez tous ensemble? Alors en fait, comment nous on communique avec le produit? Alors le produit, moi j'ai des réunions assez régulières avec le VP Product où on parle un peu des choses qui fonctionnent pas. On a des postes clés qui ont été créés où nous c'était un poste qu'on ne connaissait pas trop avant, qui s'appelle le PMM, Product Marketing Manager. Et en fait cette personne va vraiment être consacrée un peu à l'usage du produit, les demandes des clients. Ce sur quoi, les features sur lesquelles il faut qu'on se concentre pour la suite, les besoins des restaurateurs, les points de contact qu'on a. Et nous, vu qu'on veut aussi, par exemple, générer plus d'upsell sur notre base client, bon, ben, en fait, moi, je vais beaucoup travailler avec ces personnes-là pour qu'on se dise, ben, OK, on a tel et tel point de contact, quels sont ce qu'on appelle les triggers pour pousser ce message-là, pour essayer Ok. de faire un peu d'upsell sur ce produit-là ou tel autre produit. Donc, on essaye d'avoir de plus en plus de communication avec le produit. Avec les commerciaux, j'ai des réunions hebdomadaires avec les team leads.
avec ce qu'on appelle le directeur commercial. C'est toutes les 2 semaines, on se met d'accord sur aussi les stratégies, les résultats qu'on a, si on a des besoins de réorienter la strat. Mais voilà, on essaye d'échanger au maximum pour pas qu'il y ait le moins de silos possible. Ouais. Surtout qu'en fait, on se rend compte que les problématiques sont super, super liées, quoi. Ouais, exactement. De rien, David. Alors, non, il y avait une question, pardon, Oui, effectivement. Sur quoi repose votre modèle de monétisation, commission à la réservation? Point d'interrogation. Ouais. Non, on ne prend pas de commission à la réservation. Nous, on a un abonnement fixe mensuel ou annuel si jamais vous prenez à l'année. Mais en fait, on n'a pas, on va dire, on n'a pas de frais cachés. Le restaurateur sait ce qu'il va payer avec nous. Et ensuite, après, il va y avoir des coûts supplémentaires qui peuvent être engendrés. Si par exemple, il active la confirmation de réservation par SMS, nous, on paye le coût d'un SMS, donc on va le répertorier sur sa facture, mais c'est totalement transparent. Et après, on va avoir des add-ons en plus, comme par exemple, tout à l'heure, je parlais de l'outil marketing pour envoyer des newsletters ou des campagnes SMS. Ça, c'est ce qu'on appelle un add-on, où le client paye en plus. Donc, pas de commission à la réservation. Okay, merci, Evan. Si on remonte un tout petit peu, il y a quelques minutes, quand tu nous parlais de cette partie SEO qui, du coup, vous permet, en fait, finalement, d'être super bien classé dans le moteur de recherche. Tu nous parlais effectivement de la cible. On a un petit peu articulé cette partie-là. Est-ce que tu peux rentrer un peu dans ce sujet des mots-clés et ensuite des ressources que vous créez à partir de toute cette compréhension et de votre cible et du ton aussi peut-être, et du coup des mots-clés sur lesquels vous vous êtes placé? Ouais. Alors, on va avoir 2 types de mots-clés. On va avoir des mots-clés commerciaux et des mots-clés éditoriaux. Les mots-clés commerciaux, c'est ceux qu'on va retrouver sur notre site internet, sur les pages principales qui ont un intérêt, on va dire, je mets entre guillemets parce qu'elles ont tout un intérêt, nos pages, mais qui ont un intérêt SEO, donc la page principale, la homepage, les pages produits et les pages guides dont je parlais tout à l'heure. Donc ça va être vraiment sur, je sais pas, paiement à table, réservation, on va avoir menu digital, en fait, ça va être très tourné sur les produits qu'on fait. On va essayer d'articuler des mots-clés qui tournent autour de ça. Ensuite, on va avoir des mots-clés éditoriaux où là, c'est les mots-clés qui vont enrichir notre blog. On a un blog à côté de notre site internet où là, on va travailler des plus grosses, ce qu'on appelle un peu de l'awareness. Donc, comment générer un peu de l'attention auprès de prospects qui ne nous connaissent pas, mais qui ont des sujets de recherche sur, je sais pas, quelles sont les règles d'affichage dans mon restaurant sur les allergies, par exemple. Ou est-ce que vous avez je cherche un modèle de menu pour il y a des choses pour les comptables aussi. Bref, il y a plein de choses et on va essayer de créer. On a un planning éditorial à l'année où on publie une 60aine d'articles. Même un peu plus. Cette année, on en a publié une 100aine, où on se met d'accord avec justement notre expert SEO en externe et je me fais accompagner de freelance qui rédige des articles sur la cadence et tout ça. Donc, en fait, l'idée, c'est de driver aussi du trafic sur notre blog pour générer un peu d'intérêt. Et ensuite, l'idée, c'est de les rebasculer sur notre site internet pour qu'après, ils fassent des démonstrations. On va avoir aussi un projet l'année prochaine qui va être de redesigner notre blog parce qu'actuellement, il est un peu trop éditorial et pas assez commercial. Mais voilà, ça fait partie de toute notre stratégie SEO, à la fois notre site et notre blog. Ok, ça marche, trop intéressant, merci beaucoup. Alors, Chimène, une question que je peux prendre maintenant, mais du coup, ce n'est pas géré par la team du site. Alors, on n'a pas d'équipe qui s'occupe du site internet. Enfin, c'est mon équipe qui s'occupe du site internet. Donc, en fait, on s'occupe du site et du blog.
Alors, il y a deux questions qui sont sur le positionnement de paiement. Donc, je pense que c'est intéressant Ouais. qu'on s'y penche un peu. Émilie et Elodie, est-ce que le choix de paiement a été testé ou c'est un positionnement souhaité pour se différencier? Par exemple, la fourchette qui du coup, fait du paiement à la résa. Et Elodie qui dit, vous ne prenez pas de commission à la réservation car c'est un refus constaté par les restaurateurs par rapport aux concurrents, comme The Fork, ou c'est une stratégie? En vrai, c'est exactement la même question, je n'aurais pas dû la lire. Alors, c'est vraiment un positionnement. On ne veut pas faire payer de commission et c'est même pas à la réservation, c'est au couvert. Chez The Fork, il y a des tarifications qui vont être différentes. Vous pouvez avoir des commissions, un montant fixe par couvert. Vous pouvez aussi avoir un pourcentage de l'addition moyenne. Ça va être différent. Il y a plein, on va dire, de facturations qui fluctuent chez The Fork. Nous, on veut avoir quelque chose de très clair, très simple. C'est un abonnement mensuel. Pas de frais cachés entre guillemets. Le restaurateur sait très bien ce qu'il va payer à la fin du mois et il va pas avoir une surprise en fonction de ce qu'il va faire. Et ça va aussi avec, enfin voilà, c'est totalement un positionnement. On ne veut pas faire, on ne fera jamais payer de commission à la réservation. Pour l'instant, on est très axé B2B aussi. Il faut aussi le dire, c'est que The Fork, ils ont une plateforme de communication. Nous, on avait lancé une application pour trouver nos restaurants. Pour l'instant, ça avait été lancé sur Paris. On va le lancer à plus grande échelle. Mais voilà, ça sera un canal pour donner de la visibilité à nos clients. Mais pareil, quand cette application sera live, on ne prendra pas de réservation de commission sur les réservations. On a pas mal parlé d'acquisition et tu as mentionné quasi dès le début qu'il y avait aussi évidemment dans le gros des problématiques de rétention. Comment est-ce que vous abordez cette partie-là? Parce que effectivement c'est super important de générer du trafic sur le site, mais de faire en sorte que les restaurateurs, une fois acquis, ils ne partent jamais. Évidemment c'est des considérations roses dont tu t'occupes. Qu'est-ce que vous mettez en place concrètement pour justement favoriser ce non-churn, cette rétention? Ouais, alors ça fait partie de nos gros projets de l'année prochaine. Mais nous, notre churn, il est assez faible. Et 50% des personnes qui churnent, c'est pour des cessations d'activité. Il y a des gros turnovers dans la restauration où des restaurants, ils ouvrent, ils restent ouverts 4, 5 ans, 6 ans. Et après, ils ferment, ils vont monter un autre business ou voilà. Donc nous, la plupart de notre churn, enfin la moitié, c'est vraiment à cause de la cessation d'activité. On a une équipe de compte manager où il y a un système qui est mis en place derrière pour prévenir de tous ces churns. Et justement, on va travailler aussi l'année prochaine avec eux pour créer un peu des séquences pour prévenir certains churns, pour envoyer certains messages. Pour au final, on va aussi mettre en place quelque chose qu'on n'a pas mis en place actuellement, mais montrer le bénéfice de l'usage de notre plateforme. Qu'est-ce que notre plateforme a apporté aux restaurateurs par mois, par exemple, en termes de nombre de réservations, de nombre d'avis clients, de nombre de no-shows évités, etc. Toutes ces choses-là, en montrant la valeur de ce qu'on apporte aux clients, on réduit énormément le churn. Donc, c'est aussi ces prises de parti qu'on va prendre l'année prochaine. Okay, l'engagement, c'est mensuel ou annuel. Je viens de voir ceci. Ah oui, tu as raison. Et en termes de canaux d'acquisition, on n'a pas simplement le SEO, on a d'autres canaux. Je ne sais pas si on n'aura peut-être pas trop le temps d'en parler, mais on fait aussi un peu de paid. On fait pas mal de referrals parce que, comme je vous disais, c'est une communauté. Et du coup, l'idée, c'est quand nos clients ils sont satisfaits, ils n'hésitent pas du tout à partager le fait qu'ils utilisent ZenChef. C'est un canal d'acquisition où le coût d'acquisition est très faible. Donc, en fait, il faut avoir un bon mix de tous vos canaux pour avoir à la fois des canaux où l'acquisition va être un peu plus chère, comme par exemple sur du paid, mais avoir aussi des canaux où l'acquisition est beaucoup plus faible, comme sur du referral. Il ne faut pas mettre tous ces œufs dans le même panier. On va avoir aussi tout ce qui, j'ai expliqué vite fait tout à l'heure, les partenariats qui vont activer nos partenaires avec qui on a des intégrations techniques ou non d'ailleurs. On va avoir tout ce qui va être événements également. Qui travaille à la fois notre visibilité, notre connaissance sur le marché, mais aussi qui vont générer du business, des leads pour nos commerciaux. Émilie, c'est carrément une question qui est trop intéressante. Le referral, est-ce que Evan, vous avez des incentives justement pour favoriser ça ou d'autres pour les restaurateurs ou pas? Ouais.
Ouais, tout à fait. On a pour la personne qui va rejoindre ZenChef grâce au programme de parrainage aura un mois offert. Ok. Et le parrain, il va choisir entre plusieurs cadeaux possibles. Donc ça peut être un mois offert, ça peut être un chèque cadeau Amazon, ça peut être un shooting photo de 12 photos pour son établissement. On sait que mettre en avant son établissement, c'est Trop bien. hyper important. Les restaurateurs n'ont pas forcément Mhm. les coordonnées, etc. Donc on leur propose ça. Et on essaye aussi de faire un peu plus de gamification enfin d'engager un peu plus nos clients. C'est-à-dire qu'au bout de 4 parrainages gagnés, si le restaurateur sélectionne à chaque fois tablette, eh ben, il a une tablette. Voilà. Ok. Trop chouette, merci pour cette réponse. Chimène demande justement la répartition entre les différents canaux d'acquisition. Est-ce que tu es à l'aise de le partager? Enfin, est-ce que tu... Ouais, je peux totalement le partager. Donc nous, on a l'organique, donc notre site internet, c'est la principale source de nos canaux d'acquisition. Attendez, je vais regarder nos chiffres, je peux dire du mois dernier. Donc ça va être ça va être aussi, on envoie, j'en ai pas parlé, j'ai pas eu le temps d'en parler, mais on fait aussi beaucoup de nurturing. Sur l'idée, c'est une fois que un prospect a montré un intérêt pour ZenChef ou une opportunité a été perdue, on ne lâche pas la personne Ouais. et on va essayer de le réactiver quelques mois après. Ou quelqu'un qui a téléchargé un e-book qu'on avait sur notre blog, on va essayer de le réchauffer pour le maturer et soit qu'il fasse une demande de démo tout seul, soit qu'ensuite, quand on estime qu'il est Ok. assez chaud, on va l'envoyer aux commerciaux pour qu'ils fassent ce qu'on appelle du call call. Donc, Ok. donc bien à nos moutons. Notre canal d'acquisition principal, c'est notre site internet, donc en pur organique. Ensuite, on a du paid. On a les événements qui en génèrent beaucoup. Le referral. Et voilà. Je crois que j'ai tout dit. Ok. Ça marche. Trop bien, hyper intéressant. Alors, est-ce que j'ai loupé des petites questions qu'il y avait? Oui, il y avait Antoine Ouais. qui posait la question de avez-vous, en plus de la démo, des mécaniques aidant à la conversion? Alors, ouais, ça, Ah bah, c'est des choses sur lesquelles on se penche aussi également pour augmenter les taux de conversion. Moi, on s'est rendu compte qu'on avait ce qu'on appelle un lead time. Donc, lead time, c'est par exemple, en ce qui me concerne, enfin, sur la partie qui m'intéresse, quand une personne fait une demande de démonstration, le temps qui se passe entre ce moment-là et le moment où le commercial va l'appeler pour la première fois. Je me rendais compte, on a des standards ok. qui doivent être inférieurs à une demi-journée. Et je me rendais compte que des fois, on avait des mois où ça atteignait 2 jours. C'est impossible, en fait. Quand quelqu'un fait une demande de démonstration pour ton produit, on ne peut pas laisser patienter autant de temps. Donc, en fait, on a essayé de Mhm. trouver différentes techniques. Et là, je vais vous partager ce qui a vraiment marché chez nous. C'est qu'en fait, quand une personne fait une demande de démo, il va recevoir un mail automatique de la part du commercial qui va le traiter en Ok. disant je veux vous contacter dès que possible, mais en attendant, si vous voulez booker directement un meeting dans mon agenda, vous pouvez en lien un lien. Et en fait, on se rend compte que là, le lead time du coup est diminué d'énormément de temps, d'heures, de jours, Mhm. et les conversions sont meilleures sur ces personnes-là. Parce que le Ok. call a lieu rapidement, parce que l'information est qualifiée. Donc ça, c'est ce qu'on fait. Trop bien. Nos événements, on a différents types d'événements. On va faire des salons, des gros salons. Donc en France, par exemple, il y a 2 énormes salons, enfin un chaque année, qui s'appelle le CIRA ou Équipe Hôtel. Donc c'est des gros salons. Après, il y a des plus petits salons en région. On a testé les salons en région, mais on va pas recommencer parce que c'est trop d'investissement par rapport au ROI. On va faire des webinars avec nos partenaires, avec nos clients, avec des prospects juste comme ça aussi. On fait aussi des événements avec des partenaires qu'on a, par exemple Goemio, où on va aller vraiment sur quand ils lancent leur guide Goemio, on va être là aussi, on va être affilié partenaire et du coup on va rencontrer aussi des Mhm. restaurateurs. Il y a moins de personnes, c'est souvent du plus qualifié et voilà. Donc l'investissement est différent suivant suivant les événements. Mais voilà, c'est ce qu'on essaye de faire. Et là, on va essayer de créer de plus en plus un peu d'événements par nous-mêmes, au lieu d'aller tout le temps sur des événements qui existent déjà.
Ok. Elodie, justement, pose la question des salons qui amènent vraiment des deals ou ouais, des leads ou pas? Ouais, alors en fait, il faut que vous arriviez à craquer les salons. Nous, on a un peu craqué la chose, surtout sur les gros salons. En fait, on s'est rendu compte, enfin après plusieurs études, que les clients qui faisaient des demandes de démonstration sur notre site internet, il y en avait pas mal. C'est parce qu'ils avaient aussi utilisé notre outil dans d'autres restaurants. Donc en fait, l'idée c'est que sur les salons, maintenant on fait vivre l'expérience ZenChef. Donc quand un restaurateur arrive, il n'est pas en mode restaurateur, mais il est en mode client, convive, qui va manger au restaurant. Donc il a une il va réserver, il fait l'expérience client, il réserve, il va vivre l'expérience. On a quelqu'un qui fait à manger sur le stand, etc., etc. Il y a nos commerciaux qui prennent un peu les besoins. Et on va essayer de faire le moins possible de démonstrations sur les salons. Les conditions sont pas du tout idéales pour faire des démonstrations. Il y a beaucoup de bruit, il y a beaucoup de passages. Les gens sont pressés. Donc, on essaye vraiment de faire le maximum de démonstrations post-événement. Et ça fonctionne bien. Donc après, ça dépend quel type d'événement auquel tu assistes, auquel tu vas. Mais il faut vraiment les targeter des bons événements. On en a testé qui ne fonctionnent pas du tout. Et il faut tester aussi pour se planter et savoir. Mais voilà, maintenant on sait un peu on sait ceux sur lesquels on veut aller, l'expérience qu'on veut faire vivre. Et ça fonctionne bien. Trop bien. Thibaut, en plus, j'étais en train de remonter le chat pour retrouver cette question-là, parce que tu l'avais posée plus tôt. Est-ce que la relation market-gross a pu générer des tensions à cause de l'équilibre qualité vs quantité? Non. Franchement, non, parce qu'en fait, on utilise vraiment ce que l'équipe marketing va nous produire pour apporter de la pertinence au message qu'on fait passer. Donc, on travaille, vu qu'en vrai, on fait partie de la même équipe. Nous, l'équipe marketing, tu as un pôle brand and content et un pôle growth. Donc, en fait, on travaille quand même très souvent ensemble. Donc non, mais par contre, il y a une particularité, c'est qu'on essaye d'apporter cette valeur data-driven où le pôle contenu, etc., des fois, il n'y a pas forcément cette notion derrière. Et c'est quelque chose qu'on essaye de vraiment apporter. Quels sont les objectifs qu'on se fixe derrière chaque campagne, quel est le retour sur investissement de telle ou telle communication, de tel ou tel e-book. Donc, on travaille vraiment ensemble pour analyser après ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Okay. Exactement. Est-ce que vous refusez des leads qui ne rentrent pas est-ce que vous refusez des leads qui ne rentrent pas dans vos cibles idéales? Alors en fait, comme je disais tout à l'heure, on a un first call. Donc le commercial va appeler le prospect et c'est là où il va faire en fait sa phase de découverte et voir si notre produit peut correspondre à ses besoins. On va pas essayer de signer un client pour signer un client, ça sert à rien parce que s'il churn 3 mois après, au final, nous aussi, on va perdre de l'argent parce qu'il y a des gens qui vont passer du temps pour le former, l'onboarder, etc. à notre outil. Donc en fait, on veut avoir des gens qui ont un besoin qui ont un besoin ZenChef. On ne vise pas que les restaurants étoilés, loin de là. Donc, en fait, on ne refuse pas non plus des leads. Mais par contre, si on voit que le besoin n'est pas là, on va leur dire que notre solution n'est pas la plus adaptée et qu'ils peuvent, on donne d'autres solutions qui peuvent être plus adaptées. Ok, trop bien. Merci, Evan. Émilie qui pose une question. Comment aviez-vous mesuré l'évolution de l'awareness de votre produit via le trafic? Point d'interrogation. Ouais, alors le trafic en fait partie. Pour voir, alors de notre produit, c'est plutôt de notre marque. Mais on va regarder tout ce qui va être sur Google Search Console, le volume de recherche, comment est-ce que ça évolue, etc. Les retombées presse qu'on a aussi. Et en fait, là, il y a quelque chose qu'on va aussi mettre en place pour mesurer un peu plus précisément, qui est quand quelqu'un fait une demande de démo, on va demander comment est-ce qu'ils nous ont connus. C'est un truc tout bête qu'on n'avait pas mis en place avant, mais ça nous permet aussi de voir l'impact qu'on a de nos actions, des actions marketing qu'on peut faire. Trop bien. Thibaut, le call calling, Evan a déjà dit que vous en faisiez. Peut-être que tu veux préciser un peu. Ouais. Alors le call calling, ils font partie de l'équipe commerciale. On a des équipes qui s'appellent, c'est des BDR. Donc qui font du pur call call et leur but c'est de prendre des démonstrations pour nos commerciaux et en fait on va beaucoup travailler avec eux
on travaille de plus en plus avec eux. C'est quelque chose dont j'ai parlé rapidement tout à l'heure, mais qui est vraiment les boucles de nurturing. En fait, maintenant, ce qu'on va faire, c'est vraiment ne plus lâcher un prospect qui a montré de l'intérêt pour ZenChef, essayer d'éveiller sa curiosité, etc. Et si de lui-même, il ne demande pas de demande de démo, quand nous, au marketing, en gros, on estime qu'il a atteint un certain score, parce que suivant ses interactions, ça va augmenter son score. Suivant les contenus qu'il va télécharger, ça va augmenter son score. Donc, les contenus sont adaptés suivant le funnel. Donc, bottom of funnel, top of funnel ou bottom of funnel, middle of funnel, on a tout ce qu'il faut. Donc, on adapte vraiment le score. Et une fois qu'on estime que le prospect est assez mature, on va l'envoyer au BDR. Et là, ils vont faire du call call. On se rend compte que les taux de conversion, c'est 2 fois plus élevé que du pur call call. Donc, on leur en envoie pas tant que ça. Mais en tout cas, on sait que ça convertit plutôt pas mal. Comment on trouve leur numéro? En fait, ça va être soit c'est par exemple des opportunités perdues qu'on réactive, donc on a les numéros dans notre CRM. Ou alors, ça va être quand tu veux télécharger un guide, un e-book qu'on a sur notre blog, ou quand tu veux faire certaines choses, il faut que tu remplisses un formulaire et on te demande ton adresse mail et ton numéro de téléphone. Mais l'idée, c'est pas de bazarder à partir du moment où quelqu'un télécharge un contenu qu'on l'appelle directement. Ça n'a aucun intérêt. La personne se sent plus agressée qu'autre chose. Il faut vraiment mettre derrière une boucle qui soit adaptée pour le réchauffer, en fait. Merci, Evan. Je vous laisse poser vos dernières questions. En attendant, je vais poser des questions où là, on va prendre un tout petit peu plus de hauteur par rapport à ce sujet d'acquisition et cas d'usage de ZenChef. Evan, justement, toi, tu as été amené à recruter ton équipe, ou en tout cas, tu as une vision sur les personnes en gros qui travaillent avec toi. Si tu devais dire 3 qualités qui sont essentielles pour toi quand on fait du gros, qu'est-ce que c'est? Je pense que, alors déjà, être data-driven. Si on ne veut pas mesurer l'impact des actions qu'on mène, ça n'a aucun intérêt. Il faut vraiment que la personne soit data-driven. Créatif. Il faut, des fois, on aime bien faire un peu des brainstorming, un peu trouver des idées un peu out of the box pour tester. On a du run, des campagnes qu'on doit lancer, des choses qu'on doit mettre en place, etc. Mais on essaye de garder une petite part de test et de laisser place un peu à toute cette liberté créative. Et la rigueur. Je pense que vraiment, c'est la rigueur. Et peut-être aussi un peu de pédagogie, parce qu'il faut qu'on parle beaucoup aux commerciaux. Et par moment, on passe beaucoup de temps avec eux pour leur expliquer pourquoi on fait ça et ça. Et donc, pédagogie et patience. Mais voilà, donc si 3, ce serait data-driven, créatif et rigoureux. Ok. Et un petit plus sur pédagogie / communication avec les autres équipes, quoi. Ouais. Alors, Émilie, qui du coup va poser la avant-dernière, parce que du coup, moi, je voulais clôturer avec une. Donc, au rebranding vers ZenChef, le principal levier pour créer l'awareness / acquisition a été la bonne maîtrise du SEO. Ouais, principalement. Oui, tout à fait. Et effectivement, et du coup, toi, Evan, tu nous mentionnais, au-delà du coup de cette partie très organique qui est le site, vous avez mené d'autres actions d'acquise qui est vers le paid, l'event, travailler vachement le referral. Et justement, moi, je me suis pris des petites notes un peu partout dans tous les sens. Il y a Céline qui était là aussi de l'équipe Lyon, qui est juste à côté de moi d'ailleurs sur l'event, et qui a pris tout en note et qui va vous structurer ça trop bien, comme ça vous pourrez avoir une note écrite de tout ce qui vient d'être partagé par Evan, parce que c'est méga précieux. Et surtout, enfin, je sais pas comment vous ressentez le truc, mais je trouve que quand on a des cas vachement concrets, de voir comment est-ce que tout ça se met en place, c'est tellement plus facile pour retenir après chaque concept. Je vais te poser, Evan, avant de clôturer la toute dernière question. On se disait justement au tout début que le gros, c'est une discipline qui change quand même vachement vite. Bon, en vrai, un peu à l'image de notre monde, mais bon, il faut vachement rester en veille. Comment est-ce que toi, tu fais pour continuer à rester à la page? Est-ce que c'est en testant toi-même des trucs justement dans ton métier? Est-ce que c'est en lisant, en regardant? Dis-nous. Ouais, alors nous, on a dans la semaine, on se bloque un temps. Alors après, chacun le met quand il veut, où on appelle ça un learning time, où l'idée, ça va être d'écouter des podcasts, de lire des articles,
de rencontrer des personnes qui font le même métier, mais dans d'autres secteurs totalement différents, pour essayer de trouver un peu des idées, etc. Et je trouve que l'échange est très, très important et il faut le garder en tête. Moi, c'est un peu comme ça que je me forme. J'échange beaucoup avec d'autres personnes et j'écoute, je lis pas mal de newsletters aussi. C'est trop vrai. Je trouve que justement le fait d'être confronté à d'autres réalités, que ce soit dans le gros ou juste peut-être dans le même secteur aussi, je me dis que ça peut, par exemple, vous, ça est super intéressant. Mais effectivement, c'est comme ça, qu'on ouvre des chakras, qu'on a envie de tester de nouveaux trucs. Ah bah, ok, Lamia, Antoine qui pose les mêmes questions. Newsletter et podcast que t'aimes, Evan? Ouais, newsletter, il y a The Growth Mind, Growth Maker, la Growth Machine. C'est les 3 à peu près que je suis. Et il y a les podcasts qui vont avec aussi. Donc voilà. Et juste pour rebondir sur le SEO, ouais, c'est une stratégie long terme. Ça, c'est totalement vrai. Donc il faut pas, en fait, on n'a pas tout misé sur le SEO. C'est pour ça qu'on a aussi d'autres canaux d'acquisition. Parce que ouais, les sales, il faut qu'ils aient à manger. Donc il faut vraiment mêler à la fois des stratégies long terme et court terme et voir l'effort humain aussi que ça représente. Quand vous voulez vous lancer dans un projet ou un canal, il faut vraiment avoir en tête des objectifs très précis, voir le temps que ça va vous prendre, temps vs impact, avant de se lancer dans quoi que ce soit. Trop bien, merci beaucoup. Pardon, parce que je voyais qu'il y avait encore des personnes qui écrivaient. Merci beaucoup à tout le monde pour toutes vos questions. C'était un plaisir. Même si on a un tout petit peu débordé, j'espère que quand même vous aurez du temps pour faire cette pause déj. Peut-être que vous avez mangé en même temps d'ailleurs. Mais en tout cas, c'était très intéressant. Je sais plus qui l'a dit, je crois que c'était la Miss qui demandait une partie 2. Effectivement, ça aurait mérité parce qu'il y avait vraiment énormément de choses à dire. Encore 1000 fois merci, Evan, d'avoir été là pour nous partager un peu tout. Et évidemment, si vous vous rendez compte que vous avez des enjeux en grosse, moi, je pourrais, dans la mesure du possible, vous répondre. Je ne suis pas experte en grosse, mais j'ai pleine de ressources pour vous conduire vers les bonnes solutions. Donc, n'hésitez pas à m'écrire si vous avez besoin. Et moi, je vous envoie évidemment ce petit mail récap avec plein de ressources, tout ce qu'on s'est partagé là. Et je vous dis, j'espère, à très vite. Merci à tous. Au revoir tout le monde. Au revoir, bonne journée.